Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente le cours sur la cavité buccale et les glandes salivaires. On commence par le plan du cours. Donc, on a une introduction, anatomie descriptive. On va situer la cavité buccale, ses limites, division topographique, donc en deux parties, le vestibule oral et la cavité orale propre. Et on termine par les glandes salivaires. L'introduction. Donc avant de commencer, je vais citer les organes qui forment l'appareil digestif. Donc l'appareil digestif est formé par un tube, un conduit, c'est le tube digestif, auquel sont annexées des glandes. Le tube digestif est formé par la cavité buccale ou la cavité orale, le pharynx, l'œsophage, l'estomac et l'intestin. L'intestin est divisé en deux parties, l'intestin grêle et le côlon. La partie terminale du tube digestif est le rectum. Les annexes, les glandes annexes sont les glandes salivaires, le pancréas qui est encastré dans le duodénum et la plus volumineuse glande représentée par le foie. Donc la cavité buccale, appelée encore cavité orale, représente la partie initiale de l'appareil digestif. C'est la partie par laquelle commence l'appareil digestif. Donc voilà la cavité orale. Elle permet la mastication, c'est-à-dire l'action de mâcher, la dégustation, le goût, l'insalivation des aliments, c'est-à-dire l'imprégnation et la pénétration des aliments par la salive, et elle participe aussi à l'articulation des mots, c'est-à-dire participe à la parole. Voilà pour l'introduction. On passe à l'anatomie descriptive. On va situer la cavité buccale. Voilà, ça, c'est une vue latérale de la face et du cou, avec une coupe sagittale au niveau de la cavité buccale. Donc la cavité buccale, c'est celle-ci. Elle est située dans la face, dans la région céphalique ou dans la face. Au-dessous des fosses nasales, donc la cavité buccale est située au-dessous des fosses nasales. Voilà la situation des fosses nasales. Les fosses nasales sont la partie interne du nez. Les fosses nasales font partie de l'appareil respiratoire. Donc c'est la partie interne du nez. Les fosses nasales ou le nez, c'est le segment initial de l'appareil respiratoire. Donc la cavité orale ou buccale est située sous les fosses nasales et au-dessous aussi des maxillaires. Les maxillaires sont deux os de la face qui forment donc, la mâchoire supérieure. Donc, au niveau de la face, on a deux os maxillaires qui sont, donc l'os maxillaire est un os pair. Donc les deux os maxillaires forment la mâchoire supérieure. Voilà, regardez, la cavité buccale, elle est située sous, ça c'est une coupe sagittale de l'os maxillaire. Et au-dessous de la cavité des fosses nasales, comme on a dit. Elle communique, la cavité buccale, à deux orifices, antérieur et postérieur. Elle communique en avant, c'est-à-dire son orifice antérieur, avec le milieu extérieur par l'orifice oral, la bouche, l'orifice de la bouche, et en arrière, elle communique avec le pharynx, exactement l'étage moyen du pharynx qui est représenté par l'oropharynx, par l'isthme de Gouzy. Donc la cavité orale communique en avant et en arrière avec le milieu extérieur par l'orifice interne représenté par l'orifice oral, et communique en arrière avec le pharynx par l'isthme de Gouzy. Les limites. En avant, donc on va étudier, on va citer les limites de la cavité orale
en général. Les limites antérieures sont les deux lèvres. Donc les lèvres représentent la limite antérieure de la cavité orale. Latéralement, on a les joues. Donc les joues représentent les limites latérales de la cavité orale. En haut, on a le palais, le toit, c'est la paroi supérieure. En bas, on a le plancher buccal, pas ça. Ça, c'est la langue qui est contenue dans la cavité buccale. Au-dessous de la langue, il y a une paroi inférieure, donc un plancher. C'est donc la limite inférieure de la cavité orale, c'est le plancher buccal. En arrière, on a l'isthme de Gousier. Ça, c'est l'isthme de Gousier qui fait communiquer la cavité orale avec le pharynx. La division topographique, ça, c'est ce qu'on a vu, c'est les limites de la cavité orale en général. Cavité orale ou buccale, c'est la même chose. Donc, la cavité buccale, maintenant, on la divise. Donc, la cavité buccale est divisée en deux parties par l'interposition des arcades alvéolo-dentaires. Ça, c'est les arcades alvéolo-dentaires. Donc voilà, l'arcade supérieure, elle appartient à l'os maxillaire. On a les deux os maxillaires se réunissent pour former la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure elle appartient à l'os mandibulaire. Donc, par l'interposition des deux arcades alvéolo-dentaires, c'est-à-dire là, les arcades qui supportent ou qui portent les dents, elle est divisée en deux parties. En avant des arcades, on a le vestibule oral et en arrière, on a la cavité orale propre. Je répète, donc pour la cavité orale, elle est divisée en deux parties par l'interposition des deux arcades alvéolo-dentaires. Si on réunit les deux arcades, on a donc deux cavités de part et d'autre. En avant des arcades, il y a le vestibule oral et en arrière, il y a la cavité orale propre. On commence par le vestibule oral. C'est un espace en forme de fer à cheval. Voilà, regardez, les deux arcades dentaires sont réunies. En avant des arcades, on a cet espace qui a la forme de fer à cheval. Il est situé entre en avant les lèvres et en arrière, bien évidemment, les arcades alvéolo-dentaires et latéralement les joues. Donc cet espace, le vestibule oral, ses limites sont en arrière, c'est les arcades alvéolo-dentaires, en avant les lèvres et latéralement, de part et d'autre, donc on a les joues. Ça, c'est les limites du vestibule oral. On va étudier chaque élément à part. La limite antérieure représentée par les lèvres. Donc les lèvres sont deux replis musculo-membraneux. Donc la constitution est musculaire et membranaire. Mobiles, donc les lèvres sont mobiles. Réunies par les commissures labiales. Donc les deux lèvres supérieures et inférieures sont réunies par ce qu'on appelle les commissures labiales. Si vous voulez, c'est l'angle de la bouche. Donc ça, c'est la commissure labiale droite et la commissure labiale gauche. Donc c'est le lieu de réunion des deux lèvres supérieures et inférieures. Donc la lèvre supérieure présente un sillon médian. Donc voilà, la lèvre supérieure elle présente un sillon médian vertical. C'est le filtrant. La face interne des lèvres. Donc la face interne des lèvres, elle est muqueuse, de couleur rose, unie à la gencive. Donc ça, c'est la gencive, c'est la muqueuse des arcades alvéolo-dentaires.
Donc les arcades alvéolo-dentaires sont tapissées par une muqueuse qui est appelée gencive. La muqueuse de la lèvre est unie à la gencive, qui est elle-même la muqueuse des arcades alvéolo-dentaires, par ce qu'on appelle le frein labial. La constitution de l'intérieur à l'extérieur, on a dit que les lèvres sont musculo-membranaires. Donc, de l'intérieur à l'extérieur, on a une muqueuse. C'est une muqueuse glandulaire. Muscle orbiculaire de la bouche. Voilà. C'est ce muscle. Et la couche la plus externe, c'est la peau. La limite latérale du vestibule oral, les joues. Chaque joue est formée par la peau, la couche la plus externe. La peau des joues participe à l'expression du visage, c'est-à-dire l'expression du visage, c'est l'expression, elle permet d'indiquer la joie, la douleur, la tristesse, c'est-à-dire c'est les signes visibles sur le visage qui permettent d'indiquer ce que ressent une personne. L'expression, elle permet d'indiquer la tristesse, la joie, la douleur et ainsi de suite. Donc la peau des joues participe à l'expression du visage. Un plan musculaire formé par deux couches de muscles poussiers. Les muscles poussiers, c'est-à-dire les muscles qui sont attachés à la peau. Au moins l'une des deux extrémités qui s'attachent à la peau, c'est des muscles. Donc l'insertion sur la face profonde de la peau. Voilà, l'insertion est sous-cutanée. On a deux couches. Un plan profond formé par le muscle buccinateur, recouvert par un fascia, c'est le fascia bucco-pharyngien, et un plan superficiel, formé par plusieurs muscles. On ne rentre pas dans les détails. Voilà pour la joue. Donc, elle est formée par la peau et un plan musculaire. Le plan musculaire est formé par deux plans. Plan profond formé par le buccinateur et un plan superficiel formé par autres muscles. La limite postérieure du vestibule, représentée par les arcades alvéolo-dentaires, voilà, ça c'est les arcades alvéolo-dentaires, en nombre de deux. Arcade supérieure, comme on a dit, elle appartient à l'os maxillaire. On a deux os maxillaires qui donnent la mâchoire supérieure ou l'arcade supérieure. L'arcade inférieure, elle appartient à l'os mandibulaire. Voilà, ça c'est l'os mandibulaire. C'est un os, c'est le seul os mobile de la face. Parmi tous les os de la face, le seul os mobile, tous les os sont fixes, sauf l'os mandibulaire, il est mobile. L'os mandibulaire est impair. Ces deux arcades sont revêtues, sont tapissées par une muqueuse rose adhérente. C'est ce qu'on appelle la gencive. Les arcades supportent les dents. Déjà, elles sont appelées arcades alvéolo-dentaires. Alvéolo, parce elles sont formées par des alvéoles. Les alvéoles sont des cavités au niveau de la mâchoire. Les cavités supportent les cavités dans lesquelles sont fixées les racines des dents. Ça, c'est les racines des dents. Ils sont fixés dans une cavité appelée alvéole. C'est pour ça qu'on a alvéole, et ça, c'est les dents. C'est pour ça qu'on appelle cavité alvéolo-dentaire. Donc, je répète, les alvéoles sont des cavités creusées dans la mâchoire, à l'intérieur de la mâchoire. Bien sûr, les cavités sont séparées par des septums, qu'on appelle les septums interalvéolaires. Dans les alvéoles, on trouve les racines des dents.
Voilà, arcade alvéolo par rapport aux alvéoles, dentaire parce qu'elle supporte les dents. C'est bon, on a terminé avec le vestibule oral. On passe à la cavité orale propre, c'est-à-dire derrière les arcades alvéolo-dentaires. Les limites, on a en haut le palais, en bas le plancher buccal, en avant et latéralement les arcades alvéolo-dentaires. Donc les arcades alvéolo-dentaires représentent la limite antérieure et même latérale de la cavité orale propre. En arrière, l'isthme de Gouzy. Le contenu, dans la cavité orale propre, on trouve la langue. Donc la cavité buccale ou orale propre est en grande partie occupée par la langue. Maintenant, on va étudier chaque élément à part. La limite supérieure de la cavité orale propre, je vous explique le schéma. Ça, c'est une coupe sagittale qui montre, voilà, ça, c'est les fosses nasales, la cavité orale, ça, c'est le pharynx, le larynx, la partie initiale de la trachée, et ça, c'est le rachis cervical. Voilà la cavité orale, ça, c'est l'os maxillaire, mâchoire supérieure et mâchoire inférieure. Et ça, c'est la langue. La cavité orale est occupée par la langue. Le palais, qui est la limite supérieure de la cavité orale, il forme le toit ou la cavité supérieure de la bouche. Il est constitué de deux parties. Tout ça, c'est le palais. La limite supérieure ou le toit de la cavité orale. Donc, il a deux parties. Une partie antérieure dure, elle est osseuse, appelée palais dur, et une partie postérieure molle, c'est le palais mou. Voilà, ça c'est une vue, ça c'est l'arcade dentaire, l'alvéolo-dentaire supérieur. Ça c'est l'os maxillaire et ça c'est l'os palatin. C'est des os de la face. Ça c'est une vue inférieure. Si vous voulez, des os maxillaires et des os palatins. Et ça, c'est l'arcade alvéolo-dentaire supérieure. Donc, le palais dur, comme on a dit, il est osseux. Donc, ça, c'est le palais dur. Il est osseux. Il est formé par le maxillaire et le palatin. Chacun des deux os est pair. Ça, c'est un maxillaire et ça, c'est l'autre maxillaire. Bien sûr, pas tout le maxillaire. Le maxillaire présente plusieurs processus. Ici, on a le processus palatin du maxillaire. Et ça, c'est l'os palatin. L'os palatin, il a la forme de L avec une partie verticale et une partie horizontale. On a juste la partie horizontale de l'os palatin qui participe à former le palais dur. Donc, le palais dur est formé par l'os maxillaire et par l'os palatin. Il présente sur sa face inférieure une saillie médiane. C'est le rafet du palais. Tout ça, c'est le palais. Ça, c'est les os maxillaires et ça, c'est les os palatins. La face inférieure, donc la face supérieure du palais dur appartient aux fosses nasales. C'est le plancher du fosse nasal. La face inférieure, ce qu'on voit ici, c'est ça. La face inférieure du palais dur, elle appartient à la cavité orale et présente son toit ou sa paroi supérieure. Donc, à la face inférieure du palais dur, on trouve une saillie médiane, c'est le rafet du palais. Le rafet du palais. Toujours le palais, on a vu le palais dur, maintenant le palais mou, c'est celui-là. Comme son nom indique, il est mou.
Il n'est pas dur, le contraire de dur. Il est fibromusculaire. La constitution est fibreuse et musculaire. Sépare le nasopharynx de l'oropharynx. Le pharynx, on va le voir après, c'est la deuxième partie du tube digestif. Il est formé par 3 étages. L'étage le plus supérieur, c'est le nasopharynx. Le moyen, c'est l'oropharynx. Et l'inférieur, c'est le laryngopharynx. Ce voile du palais, il sépare l'étage supérieur du pharynx de l'étage moyen. C'est-à-dire le naso, c'est l'étage supérieur, de l'oropharynx, qui est l'étage moyen du pharynx. Donc le voile du palais sépare le nasopharynx qui est en haut de l'oropharynx, c'est celui-là. Il se continue en bas et au milieu par cet élément qu'on appelle l'uvule. L'ancienne nomenclature, elle est appelée luette. Donc le voile du palais, voilà, il se continue en bas et au milieu par cet élément qui est appelé l'uvule. Il est formé par les muscles, donc fibromusculaire, il est formé par les muscles. On a élevateur du voile du palais, comme le nom indique, il élève le voile, et le tenseur du voile du palais. Ce muscle, il va tendre le voile du palais. Et un autre muscle, le muscle uvulaire, par rapport à l'uvule. Quatrième muscle, le muscle palatoglosse. Palato, parce qu'il s'insère au niveau de l'os palatin, et glosse par rapport à la langue. Un autre muscle palatopharyngien, qui s'insère au niveau de l'os palatin et se termine au niveau du pharynx. La muqueuse du palais contient les bourgeons du goût, c'est-à-dire les bourgeons avec lesquels on peut déguster ou goûter les aliments. Les bourgeons du goût et aussi les glandes salivaires. Donc, pour récapituler, le palais mou ou le voile du palais représente une limite ou une ligne de séparation entre le nasopharynx et l'oropharynx. Il présente l'uvule, il est musculaire, donc il est formé par des muscles qui sont élevateurs du voile du palais, tenseurs du voile du palais, uvulaire, palatoglosse et palatopharyngien. Sa muqueuse contient les bourgeons du goût et elle contient aussi les glandes salivaires, c'est-à-dire les glandes qui sécrètent la salive. La limite postérieure de la cavité orale propre, c'est l'isthme de Gousier. C'est une ouverture, c'est un orifice. C'est l'ouverture de la cavité buccale dans l'oropharynx, c'est-à-dire dans l'étage moyen du pharynx. Limité par en haut le palais mou, latéralement par les fosses tensillaires. Donc ça, c'est une fosse tensillaire qui contient la tonsie ou amygdale palatine. L'amygdale palatine, c'est un organe lymphoïde qui participe, qui défend le corps. Donc la tonsie, les limites latérales de l'isthme de Gousier, c'est cette fosse. Dans cette fosse, appelée fosse tonsillaire, dans cette fosse, on trouve la tonsie ou l'amygdale palatine, qui, lorsque les amygdales palatines, c'est des organes lymphoïdes, lorsqu'elles s'inflamment, elles donnent ce qu'on appelle les angines. À l'état normal, les tonsilles sont de couleur rose, ils sont de petite taille. Lorsqu'on a une inflammation, on a augmentation du volume des tonsilles ou amygdale palatine et donne ce qu'on appelle les angines.
toujours les limites de l'isme de Gouzier. En bas, on a la racine de la langue. La langue a une racine et un corps. La racine, c'est la partie postérieure. Donc voilà les limites de l'isme de Gouzier. En haut, le voile du palais, latéralement, les tonsilles, deux tonsilles, les tonsilles palatines, et en bas, la base de la langue. Le plancher buccal, c'est-à-dire la limite inférieure de la cavité orale propre, voilà, ça c'est la mâchoire inférieure, et ça c'est le plancher buccal. Ici on a enlevé la langue, on voit juste le plancher buccal. Et ça c'est une vue supérieure du plancher buccal, et ça c'est une vue inférieure du plancher buccal, avec bien sûr, ça c'est les muscles du cou. Ça c'est l'os mandibulaire, ça c'est le plancher buccal. Une vue inférieure du plancher buccal, et ça c'est les muscles du cou. Ici, ce schéma représente une vue supérieure du plancher buccal. Donc c'est une région impaire, un plancher buccal, et médiane en forme, comme vous voyez, de fer à cheval. Située au-dessous de la partie mobile de la langue, la région sublinguale. Donc le plancher buccal est situé sous la langue, sous ou région sub. Sub, c'est l'équivalent de sous. Sous la partie mobile de la langue, parce que la langue a deux parties. Une partie fixe en arrière, c'est la racine, et une partie antérieure, c'est le corps. Donc le plancher buccal, on le trouve sous ou dessous de la partie mobile de la langue. Constitué de 3 muscles pairs, on a le muscle mylo-éoïdien, parce qu'il s'insère dans la ligne, sur la ligne sur une ligne qui se trouve au niveau de l'os mandibulaire, et éoïdien par rapport à l'os éoïde. L'os éoïde, le voilà, c'est un os particulier, c'est un os qui se trouve entre la mandibule et le larynx. C'est un os unique dans son genre, il est sans connexion osseuse. Regardez, il ne s'articule avec aucun autre os. Voilà l'os éoïde qui est situé entre l'os mandibulaire et le larynx. Voilà le muscle mylo-éoïdien, le voilà, il est pair. L'os génio-éoïdien, celui-là, donc ça et ça. Et le ventre antérieur du muscle digastrique. Le muscle digastrique veut dire de ventre, donc il a un ventre antérieur et un ventre postérieur. Son ventre antérieur participe à former le plancher buccal. Donc au niveau du plancher buccal, on a 3 muscles pairs, donc le total c'est 6 muscles. On a le muscle mylo-éoïdien, génio-éoïdien et le ventre antérieur du muscle digastrique. La langue, c'est l'organe principal du goût. Voilà la langue, une vue supérieure de la langue. Ça c'est sa racine et ça c'est sa partie mobile représentée par le corps. La langue participe à la déglutition, la mastication et l'articulation des mots. Elle présente, comme on a dit, 2 parties. Une partie fixe, c'est la racine, représentée par numéro 1, fixée à l'os éoïde et aussi sur l'os mandibulaire. Bien sûr, par des muscles qu'on appelle les muscles extrinsèques de la langue.
et un corps, celui-là, mobile, présente une face supérieure, c'est le dos de la langue. Cette face présente un sillon médian, celui-là, et un sillon postérieur en forme de V, c'est le V lingual. Ça, c'est pour le dos de la langue. Une face inférieure, en bas, elle est richement vascularisée. Elle est très vascularisée, elle présente donc les vaisseaux. C'est la voie sublinguale des médicaments. Donc, pour l'administration des médicaments, on a la voie orale, c'est-à-dire on prend les médicaments, soit la voie injectable, intramusculaire ou intraveineuse ou sous-cutanée, et on a la voie sublinguale. C'est-à-dire, on prend par exemple un comprimé, on le pose directement sous la langue. Et il passe directement dans le sang, puisque la face inférieure de la langue est très vascularisée. La voie sublinguale, c'est parmi les voies d'administration des médicaments. Deux bords latéraux, toujours pour le corps. Un apex ou une pointe. La muqueuse linguale, bien sûr la langue, comme les autres organes, est tapissée par une muqueuse. La muqueuse linguale est épaisse sur le dos et contient les papilles. Elle est mince et transparente sur la face inférieure. Donc la muqueuse de la langue est épaisse sur la face supérieure, sur le dos, contient les papilles, les bourgeons de goût, et sur la face inférieure, elle est mince et transparente. Toujours la langue, la constitution. Squelette ostéofibreux. Tout d'abord, la langue est formée par un squelette ostéofibreux qui comprend l'os hyoïde, la membrane hyoglottienne, celle-ci. Hyo, c'est par rapport à l'os hyoïde, c'est-à-dire elle s'insère sur l'os hyoïde. Glottien par rapport à la langue. Et le septum lingual. Sur ce squelette, ça c'est le septum lingual, c'est une partie fibreuse, sur ce septum s'insèrent les muscles. Les muscles, on a des muscles intrinsèques et des muscles extrinsèques, qui sont au nombre de 17. Au niveau de la langue, on a 17 muscles, 8 pairs et un seul muscle impair. Voilà une coupe frontale au niveau de la cavité orale ou cavité buccale propre. Voilà, ça c'est une coupe frontale de la mâchoire inférieure, l'os hyoïde, et ça c'est la langue avec ses muscles. Donc les muscles intrinsèques, c'est-à-dire ils appartiennent à la langue, ils commencent et se terminent au niveau de la langue. Intrinsèques commencent et se terminent au niveau de la langue. On a 7 muscles, un muscle impair et 3 muscles pairs. On a le muscle longitudinal supérieur, longitudinal ou lingual, la même chose. Muscle longitudinal inférieur, qui est pair, transverse de la langue, on ne le voit pas ici sur la coupe frontale, et le vertical de la langue. Ça, c'est pour les muscles intrinsèques. Les muscles extrinsèques, on a 5 muscles pairs. Le génioglosse, ils se terminent tous par glosse, parce qu'ils se terminent tous au niveau de la langue. La différence est au niveau de l'insertion. Génio, il s'insère au niveau de l'os mandibulaire, au niveau du
d'une épine située à la face interne du corps de l'os mandibulaire. Ioglosse, 8. Io par rapport à l'os hyoïde. Chondroglosse, on ne le voit pas sur ce schéma. Styloglosse, tous ces muscles sont pairs. Styloglosse parce qu'il s'insère sur l'apophyse styloïde de l'os temporal. Palatoglosse, il s'insère au niveau de l'os palatin. Voilà, on a 5 muscles pairs, le total de 10 muscles. Ils se terminent tous par glosse parce qu'ils se terminent tous au niveau de la langue. La différence est au niveau de l'origine. Génio, le voilà, génioglosse au niveau de l'os mandibulaire. Io, il commence au niveau de l'os hyoïde. Stylo, il commence au niveau de l'apophyse processus styloïde de l'os temporal et le muscle palatoglosse. Voilà pour les muscles extrinsèques. Les muscles intrinsèques, ici, regardez ça, c'est le muscle longitudinal supérieur. Ça, c'est le muscle transverse. Et ça, c'est le longitudinal inférieur. Voilà pour les muscles de la langue. Ils sont en nombre de 17. 10 extrinsèques et 7 intrinsèques. Les territoires sensitifs de la langue. La langue présente des bourgeons gustatifs ou des papilles répartis dans l'épithélium de la bouche. Sont répartis aussi au niveau de l'isthme de Gousier et au niveau de l'oropharynx. C'est-à-dire les bourgeons de goût, on ne les trouve pas uniquement au niveau de la langue. On les trouve aussi au niveau de l'isthme de Gousier et au niveau de l'oropharynx. On a le nombre total est de 2000 bourgeons gustatifs, bourgeons de goût. Ils sont de 4 types. Le sucré, c'est-à-dire les bourgeons gustatifs avec lesquels on goûte le sucre, se trouvent au niveau de l'apex de la langue. Le salé, au niveau de l'apex, est la partie antérieure des bords latéraux. Les bourgeons qui goûtent le sel, on les trouve au niveau de l'apex et aussi au niveau de la partie antérieure des bords latéraux. L'acide, c'est aussi les bords latéraux, mais généralement la partie postérieure. L'amer, le goût amer, avec les bourgeons gustatifs situés en arrière du V lingual. On a dit au niveau du dos de la langue, on a un sillon médian et un sillon en forme de V. C'est-à-dire en arrière, c'est le V lingual. En arrière du V lingual, on goûte le goût amer. On termine par les glandes salivaires. On a 3 paires de glandes. La glande parotide, voilà, la situation de la glande parotide, c'est la plus volumineuse des glandes salivaires. Bien sûr, elle est paire. On a glande parotide droite et gauche, située en arrière de la branche montante de la mandibule. Donc ça, c'est l'os mandibulaire. Il a un corps et 2 branches montantes. Comme le nom indique, c'est des branches qui montent. On ne les voit pas ici, elles sont cachées par les muscles. Voilà la glande parotide, elle est située en arrière. On a la branche montante qui est en avant de la glande parotide. Et au-dessous du conduit auditif externe. Voilà le conduit auditif externe. Juste au-dessous, on trouve la glande parotide, formée par 2 lobes, superficiels et profonds, entre lesquels passe le nerf facial. Le nerf facial, c'est la 7e paire de nerfs crâniens. Les nerfs crâniens sont au nombre de 12. La 7e paire est représentée par le nerf facial et aussi par les vaisseaux nourriciers. Donc voilà, la glande parotide est formée par 2 lobes, superficiels et profonds, entre lesquels passe le nerf facial.
Ça, c'est un rapport important. Le nerf facial traverse la glande parotide. C'est une glande, donc elle possède un canal, glande salivaire qui sécrète la salive. Elle possède un canal excréteur appelé le canal de Sténon. Donc, si vous appuyez directement sous l'orifice, le conduit auditif externe, si vous appuyez, vous pressez la glande parotide, vous allez sentir une hypersalivation au niveau de la bouche. Deuxième paire, c'est les glandes sous-mandibulaires, sous ou submandibulaires. Voilà, les glandes voilà, une vue latérale, une vue antérieure, glande parotide, glande submandibulaire et glande sublinguale. Glande parotide, submandibulaire et sublinguale. Ça, c'est une vue supérieure du plancher buccal, l'os mandibulaire, la langue coupée. Et ça, c'est le plancher buccal. Regardez ici. Ça, c'est la branche montante de la mandibule. Ça, c'est les glandes parotides. Pardon. Ça, c'est les glandes submandibulaires, c'est-à-dire sous l'os mandibulaire. Et ça, c'est les glandes sublinguales. Donc, les glandes submandibulaires, comme le nom indique, elles sont situées, où la glande elle est située à la partie latérale de la région sus-éoïdienne. Donc la région sus-éoïdienne, voilà, ça c'est, on trouve ici l'os éoïde. La région qui est au-dessus, elle est appelée sus-éoïdienne. Donc dans la région sus-éoïdienne, mais latéralement, la partie latérale de la région sus-éoïdienne. L'os éoïdien, il se trouve ici, au-dessus duquel on trouve la loge ou la partie, la région sus-éoïdienne. Donc ça c'est leur partie latérale. Au niveau de la partie latérale de la région sus-éoïdienne, on trouve les glandes sub- ou sous-mandibulaires. Elles présentent aussi un canal, c'est le canal de Wharton. Voilà, le canal de ça c'est la glande submandibulaire et ça c'est son canal excréteur appelé le canal de Wharton. C'est une glande exocrine. Donc les glandes, on a des glandes endocrines et des glandes exocrines. Les glandes salivaires, c'est des glandes exocrines parce qu'elles sécrètent la salive en dehors du sang. Les glandes, on a 2 types ou 3 types. Exocrines, elles sécrètent en dehors du sang. La glande endocrine, elle sécrète les hormones dans le sang. Et on a, par exemple, la thyroïde. Et on a des glandes mixtes, c'est-à-dire exocrines et endocrines, qui jouent le rôle. Elles sont en même temps exocrines et endocrines. Pour les glandes salivaires, sont des glandes exocrines. Elles sécrètent la salive en dehors du sang à travers des conduit excréteur. Donc pour la glande parotide, c'est le canal de Sténon, voilà, il se débouche au niveau de la bouche, au niveau de la cavité orale. Et pour la glande submandibulaire, son canal, c'est le canal de Wharton. La glande sublinguale, comme son nom indique, elle est sous la langue, voilà la langue, et voilà les glandes sublinguales. Situé dans le plancher buccal, qui lui-même situé sous la langue. C'est un ensemble de petites glandes qui possèdent plusieurs canaux excréteurs. Pour les glandes sublinguales, on n'a pas un seul canal. C'est un ensemble de petites glandes qui possèdent plusieurs canaux excréteurs qui vont diverser la salive au niveau de la bouche. Si vous pressez aussi directement, pratiquez une pression directement sous la langue, donc vous allez presser les glandes sublinguales et vous allez sentir une hypersalivation au niveau de la cavité orale. Voilà pour le cours. Je vous remercie.